utilisateurs ont une sorte d'assistant, d'où le nom de la fonctionnalité, mais qui a la particularité d'être connecté en temps réel à toute l'information et de répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans faire de faute d'orthographe et systématiquement citant ses sources. Donc ça fait des gains de productivité qui sont appréciables à tous les niveaux, y compris en conscience. Il y a un truc auquel je crois, c'est que la bonne intelligence artificielle juridique, elle doit être holistique. Holistique parce que l'outil qu'on a envie d'utiliser, il doit être capable de faire des allers-retours entre plusieurs catégories de documents. C'est ça ce sur quoi on se concentre parce que c'est ça l'IA qui va gagner à la fin. La semaine dernière, j'étais avec un cabinet chez qui on a déployé Assistant et le retour d'un des associés, c'est « j'adore, je peux lui parler comme une merde ». Je peux lui parler le soir, je peux lui parler le week-end, je lui dis jamais s'il te plaît. Et il me répond toujours, il se défonce. J'adore. Bienvenue Louis, je suis très content de t'avoir. On m'a beaucoup parlé de toi pour t'inviter. Moi, j'avais déjà envie de t'inviter auparavant. Je ne pensais pas que je serais aussi vite parce qu'en ce moment, on parle pas mal d'outils d'intelligence artificielle et avoir Predictis, c'est un peu un honneur. Moi, j'ai beaucoup d'avocats dans mon réseau aujourd'hui qui m'en parlent beaucoup, qui me parlent beaucoup des outils, etc. Et je pense que même si les gens connaissent, il y a encore plein de gens qui ne sont pas allés tester. Donc, c'est l'idée d'aller parler de ça, voir à quel point ça peut être pratique pour eux. En plus, vous proposez des versions d'essai, etc. Donc, je trouve que c'est parfaitement adapté au podcast. Je suis très content de t'avoir aussi parce que je voulais un petit peu parler de l'histoire de Predictis, ton histoire aussi à toi, comment ça s'est mis en place, qu'est-ce que vous avez fait, un petit peu d'historique et puis aussi de parler de la suite parce que vous arrivez à un stade, je trouve, où on est curieux de savoir qu'est-ce que vous allez continuer à lancer, ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle est fou. Et donc, j'en dis pas beaucoup plus, j'ai plein de questions. Donc, je te laisse te présenter déjà et puis ensuite on enchaîne. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Moi, je m'appelle Louis, je suis l'un des fondateurs de Predictis. Predictis, c'est une plateforme qui a pour mission d'organiser toute l'information juridique dans une interface ludique, très ergonomique, facile à prendre en main. On vend notre produit essentiellement des professionnels du droit aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'avocats, tu l'as dit, mais aussi des directions juridiques, des compagnies d'assurance. Ok. Et donc, très clair. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur justement l'historique? Comment vous avez eu l'idée? T'en étais où à ce moment-là lorsque vous avez lancé le truc? Est-ce que tu as des petites anecdotes justement du début? C'est toujours un peu la guerre, surtout quand on lance ce type de produit qui prend beaucoup de temps, j'imagine, à créer. Et ensuite, arrive le moment où ça se vend et il faut vendre parce que ça fait des années que tu bosses dessus, donc il y a un enjeu important. Avec grand plaisir. Moi, j'ai essentiellement une formation d'avocat. Et pendant mes études, j'avais envie de gagner un peu d'argent de poche et plus que ce que le babysitting que je faisais à l'époque me rapportait. Donc, on avait lancé une première entreprise qui était une galerie d'art. On vendait du street art en ligne. Rien à voir avec l'activité aujourd'hui, mais ça m'avait quand même vachement donné le goût de l'entrepreneuriat. J'avais bien ressenti le plaisir qu'il y avait à partir avec une idée, l'exécuter de A à Z et essayer de créer un business rentable. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et en parallèle, les stages que j'avais pu faire dans des cabinets d'avocats, j'ai fait des stages dans plein de structures différentes, m'avaient pas autant touché, m'avaient pas donné autant de plaisir au quotidien. T'allais vers où? Comme type de spécialisation, tu faisais quoi? Droit des affaires? Je faisais du droit public des affaires. Ok. Et du coup, tu rencontres ton cofondateur? Ou alors, je ne sais même pas comment vous l'avez lancé. Est-ce que vous l'avez lancé d'abord à deux, tout de suite, ou comment ça s'est passé? Non, on était plusieurs associés. C'est une des grandes recos que j'ai, qu'on ait envie de lancer un cabinet d'avocats, une legal tech, peu importe le projet. Il faut quand même arriver à construire une équipe relativement complémentaire qui va ramer fort sur le bateau au début et qui va être capable de faire face à toutes les difficultés qu'on a au moment où il faut lancer une activité. Okay. Moi, j'avais fait cette galerie, j'étais en train de la revendre. J'avais évidemment passé le CRFPA, j'étais à l'EFB. Je sentais bien que j'avais un peu ce désir de relancer quelque chose. À ce moment-là, on était en 2016. La loi sur l'open data des décisions de justice venait d'être lancée. On commençait à parler de legal tech un peu aux États-Unis. Et là, je me suis dit, banco, il y a une super idée, quoi. On amène toute la tech, le meilleur de l'IA, on branche ça des décisions de justice. Il y a forcément quelque chose à faire parce que moi, je galérais dans les cabinets où j'étais pour accéder à l'information. Et toi, tu sais pas faire ça? Je sais pas faire quoi? C'est-à-dire, quand on te dit ça, moi, je sais faire des sites, donc je crée une boîte qui sait faire des sites. Mais toi, tu savais pas forcément. Tu avais cet aspect-là. Tech, tu veux dire? Ouais, tech. Non, pas du tout.
T'avais des amis qui faisaient ça ou... J'ai Okay. un de mes associés Okay. et un tech, et c'est lui qui pilote tout ça avec un brio incroyable. Moi, dans la boîte aujourd'hui, je m'occupe essentiellement du sales, du marketing, Okay. et puis de l'administration de la boîte, un peu de G&A. Ok. Je voulais savoir, parce que du coup, j'ai vu... alors, on passe quand même pas mal de temps et d'années, mais vous avez levé des fonds, vous êtes combien aujourd'hui? On est une petite trentaine dans la boîte. On a fait 2 levées de fonds, Friends and Family, une série A. Aujourd'hui, la boîte, elle est rentable, donc on la finance comme ça. J'allais vous demander. On n'a pas envie de relever. Ok, trop cool. C'est sympa. Bravo, déjà. Ouais, c'est pas sympa. Tout le monde. La rentabilité, c'est un peu l'immortalité quand on est une boîte, c'est assez agréable. Ouais. C'était un peu le maître mot en 2023, j'ai l'impression. Tout à fait. Renta. Ouais. On a passé pas mal d'étapes, donc tu te retrouves avec cet acteur-là, avec ton associé. Vous étiez combien au tout début? Au tout début, on était 4. Ok. 2 plutôt profils juristes, sales, marketing, et 2 pure tech. Okay. L'idée, c'était d'avoir toutes les compétences pour arriver à lancer le projet. Ok, donc vous avez commencé à build le truc? On lance le truc, probablement quasiment sans business plan et sans argent pour le lancer. Et en réalité, même sans idée claire de à quoi ça allait ressembler ce projet, mais avec une envie très forte qui était d'arriver à faire un produit un peu dingue qui ressemblait à rien d'autre et qui soit complètement différenciant sur le marché. Donc là, la première idée qu'on a, ça a été le début de l'aventure, et d'ailleurs d'où le nom Predictis, c'était d'arriver à faire des stats sur des décisions de justice. C'était hyper marrant, donc à l'époque, vraiment, on n'avait pas un euro, on devait apprendre à une IA à comprendre ce qu'il y avait dans une décision de justice. Okay. Je me souviens encore, on n'avait pas de bureau, on bossait dans le studio de mon associé, on n'avait même pas assez d'argent pour payer les factures, donc on codait en gros pulls avec des mitaines, et on a éduqué la première IA basée sur des technos de NLP en France pour arriver à piger ce qu'il y a dans une décision. Est-ce que dans cette décision, c'est la partie demanderesse ou défenderesse qui gagne? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle gagne par chef de demande? Ça a été 5 fois plus compliqué que ce qui était prévu. D'ailleurs, probablement que si on m'avait dit à quel point ça allait être compliqué, je ne l'aurais pas fait. Ok. Et pourquoi c'était compliqué? Parce que le droit français est incompréhensible ou parce que, au côté tech, c'est la galère? C'est compliqué parce que ça a coûté presque 5 millions d'euros à faire et ça a nécessité une équipe en réalité de plus de 15 personnes, alors que quand on a imaginé le produit, ça devait être 6 mois et à 4, on était censé y arriver. Et vous avez réussi à faire ça? Et vous l'avez commercialisé juste après? Ça a mis du temps. On a mis à peu près 2 ans à le commercialiser, mais on a fini par le commercialiser. Et en réalité, ça a surtout beaucoup pris auprès de compagnies d'assurance ou de directions juridiques qui font face à des gros flux de contentieux. C'est la raison aussi pour laquelle on a pivoté, comme on dit dans le langage startup, pour créer un moteur de recherche. C'était la deuxième grande étape de Predictis. Un moteur de recherche qui a une prétention à l'exhaustivité. On est vraiment un ogre à données, un chasseur de papillons. On va chercher la moindre information juridique sur des sites d'autorités administratives indépendantes, sur des blogs de cabinets d'avocats. Enfin, on rassemble aujourd'hui plus de 25 millions d'informations et on les met dans cette plateforme. Ok. Et donc, tout ça, c'est en open data, j'imagine? Du coup, c'est finalement, j'ai envie de dire, t'es plugué à Internet, plus à tout ce qui existe en matière de droit, le code, jurisprudence, etc. Et vous avez d'autres trucs en plus ou vous avez déjà vous restez sur ce qui existe et ce qui est trouvable, même si tu passerais des heures sans Predictis, j'imagine, hein, c'est la proposition de valeur. Ou alors vous avez quand même rajouté d'autres choses que vous avez achetées ou des trucs comme ça? La réalité, c'est que tu as un peu les deux parce que comme l'open data a mis beaucoup de temps à se réaliser, il est voté en 2016, mais en fait, il est en partie effectif que depuis cette année ou l'année précédente. Donc, ça nous a obligés à aller chercher beaucoup d'informations là où c'était compliqué de la trouver. Si c'était simple, d'ailleurs, plein d'autres personnes l'auraient fait. Donc aujourd'hui, dans Predictis, il y a un mix. À la fois, on est branché sur des sources publiques et on est aussi branché sur des sources plus difficiles d'accès. On récupère, par exemple, des décisions de justice envoyées par nos clients. Il y a 650 sources sur lesquelles on est branché, pour donner un ordre de grandeur. Ok. Et donc là, maintenant, pour rester simple, moi, c'est une question que je me pose toujours. Alors, je rentre peut-être un peu direct dans le vif du sujet, mais... je suis un jeune avocat aujourd'hui, je me lance en individuel, où je rentre dans un petit cab et j'en ai marre de passer des heures justement à chercher. Et alors forcément, tu vas me dire Predictis, mais il y a 15 000 bases il n'y en a pas 15 000, mais même s'il y en a 10, elles ont tout un coût. Et déjà qu'ils doivent développer leur clientèle, créer un site. On est un frais parmi les autres. Il y a plein de factures, il y a plein de trucs administratifs. Je les vois, ils galèrent à chaque fois qu'ils se lancent. Je les contacte. Je contacte un avocat. Il me dit au début, je voulais vous appeler, mais en fait, rappelez-moi dans 3 mois parce que là, c'est l'enfer. Et ils galèrent juste à s'installer. Donc en fait, le petit trésor qu'ils avaient mis de côté,
Terminado. Donc là, maintenant, ça y est, il faut aller chercher du client. Et qu'est-ce que Predictis c'est quoi la vision? C'est le dire, avec Predictis, déjà, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin d'aller avoir 10 000 codes et machin. Enfin, qu'est-ce que vous essayez de... en quoi vous différenciez de une autre base de données, etc. Franchement, Predictis n'est pas forcément l'outil que je recommanderais, quelle que soit la configuration. Ça dépend des domaines d'activité, ça dépend des matières. Okay. Moi, la recommandation que j'ai, c'est de tester ces outils. Surtout si on peut créer des périodes d'essai très facilement en quelques clics. Ensuite, il faut voir si ça fonctionne bien. Il y a un truc qu'on nous dit beaucoup, en particulier depuis qu'on a lancé Assistant, qui est une IA générative qui est capable de répondre à presque toutes les questions de droit en citant ses sources, c'est que l'accès à l'information, y compris quand on se lance et qu'on n'est pas forcément expert dans toutes les problématiques qu'on traite, il s'est vachement facilité. Avec un outil comme Assistant, nos utilisateurs ont une sorte d'assistant, d'où le nom de la fonctionnalité, mais qui a la particularité d'être connecté en temps réel à toute l'information et de répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans faire de faute d'orthographe et systématiquement citant ses sources. Donc ça fait des gains de productivité qui sont appréciables à tous les niveaux, y compris quand on se lance. Ça, pour le coup, j'invite vraiment à aller tester. Moi, je suis allé tester. Alors, on en reviendra après, mais je sais jamais vraiment ce que ça... Enfin, je sais jamais... Je suis pas juriste en soi, j'ai une licence de droit, mais... j'ai pas conscience de ce qui sort et effectivement hyper vérifié. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à moi je trouve que quand on tombe sur le site, on comprend que vous êtes positionné sur les métiers du droit. Tout de suite vous posez la question, c'est la première chose que vous posez, c'est qu'est-ce que vous êtes. Et d'ailleurs j'ai pas trouvé agence de com, j'ai trouvé direction juridique, nanana, avocat, bidule chouette, que des métiers du droit. Mais je me suis demandé, à mon avis il y a quand même pas mal de gens qui vont regarder des personnes lambda, j'ai envie de dire, de droit, peu importe, mais qui veulent avoir des réponses juridiques sur des sujets. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, d'essayer de créer une espèce de, je sais pas, j'ai pensé à une certif ou un truc qui dit, cette réponse-là, on est sûr qu'elle est bonne. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller faire vérifier par un avocat, ou c'est des choses dont vous vous fichez parce que vous savez que vous vous positionnez sur... Le besoin de nos utilisateurs, c'est pas vraiment ça. Le besoin de nos utilisateurs, c'est quand ils posent une question, d'avoir un outil qui balaie toutes les sources d'informations disponibles et qui dit « Voilà, boss, c'est ça que j'ai trouvé ». Et ce qui est important pour un praticien, pour un professionnel du droit, c'est d'avoir une réponse qui est transparente, dénuée d'hallucination. C'est le problème avec les outils sur l'étagère comme ChatGPT, mais surtout qui donne ses sources, que ce soit d'ailleurs des sources externes, jurisprudence, texte de loi, actualité, mais aussi des sources internes, parce qu'en fait, ces outils, on peut également les brancher sur sa base de connaissances pour pouvoir ensuite réexploiter les précédents contrats, mémos, jeux de conclusion qu'on a pu écrire. Donc, ce dont un professionnel a besoin, c'est pas d'une réponse qui est tamponnée, qui est certifiée. Ça, c'est son métier de la fournir ensuite à son client. Ce dont il a besoin, c'est de brasser les sources, d'être sûr d'avoir rien raté, et ensuite de synthétiser ça, de le condenser dans une forme qui est transmissible. Grâce à l'assistant, pour le coup. En disant, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu me rends le truc clean, on envoie. On fait vraiment du B2B. Il y a énormément de périodes de tests qui sont générées sur Predictis. On a des millions de visiteurs chaque mois, ça se convertit en centaines, voire milliers de périodes de tests chaque mois. La réalité, c'est que nous, ces utilisateurs-là, c'est une externalité négative. On leur vend rien. Donc, eux, ils auraient peut-être besoin d'un tampon qui leur éviterait d'aller voir un cabinet d'avocats ou de creuser, mais c'est pas notre business. C'est clair. Et puis, ça te différencie des avocats, des trucs comme ça, qui justement... et à mon avis, pour le coup, ça hallucine. Alors, hallucination, pour ceux qui ne savent pas, je le dis parce que moi, ce n'était pas clair au début quand j'avais découvert l'IA, mais c'est le fait d'inventer un peu des réponses parce qu'il faut donner une réponse. Et en l'occurrence, Predictis, tu as esquivé ça. Alors, je ne sais pas exactement comment on va faire, mais l'idée, c'est que ça marche. On ne va pas rentrer dans le truc trop tech, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est quoi, du coup, un peu la vision vers où vous voulez aller? En plus, est-ce que c'est d'aller brancher une nouvelle base de données? Est-ce que c'est d'aller ajouter du droit étranger? Vers où? C'est quoi la vision aujourd'hui? Sachant que j'imagine que vous avez déjà brassé une tonne de données. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que c'est la vision produit de Predictis? Il y a un truc auquel je crois, c'est que la bonne intelligence artificielle juridique, elle doit être holistique. Holistique parce que l'outil qu'on a envie d'utiliser, il doit être capable de faire des allers-retours entre plusieurs catégories de documents. C'est ça ce sur quoi on se concentre parce que c'est ça l'IA qui va gagner à la fin. Il faut que quand on lui délègue une recherche de jurisprudence, l'IA, elle aille chercher dans le plus grand fond de décision de justice
jamais rassemblées. Il faut que quand on lui demande de faire une analyse de différentes sources d'actualité et de doctrine, l'IA, il faut qu'elle soit capable d'aller piocher dans la liste des blogs qui sont intéressants, la liste des autorités administratives intéressantes et pourquoi pas la liste des producteurs de doctrine, des éditeurs juridiques traditionnels. Et il faut aussi, et peut-être surtout, que l'IA, elle aille chercher dans la doc interne, dans ses mails, dans ses mémos, dans ses jeux de conclusion précédemment rédigés, parce qu'il y a énormément de savoir là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Assistant, c'est un outil qui a une vocation holistique. Il doit être capable de se brancher dans les très très bonnes conditions de sécurité à une ou plusieurs bases de données internes, en plus de ce que nous, on fournit comme, je dirais, éducation de base. Ok. Et donc, moi, je vois plein de câbles qui nous demandaient... moi, j'ai produit des contenus sur ChatGPT en disant, voilà comment vous pouvez l'utiliser dans votre développement. Je ne parle jamais justement de sources, etc. Parce que, pour produire, ce n'est pas du tout adapté. Mais finalement, quand un CAB a besoin de justement aller utiliser ces outils-là pour produire, c'est vers des outils comme celui-là, en gros, c'est l'assistant qui va aller les aider pour le coup. Et est-ce que vous accompagnez, j'imagine que vous le faites, mais en gros, vous accompagnez les cabinets, vous les formez à l'utilisation pour aller plus loin, pour faciliter la vie et produire plus, quoi. Les retours sont hyper intéressants. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais avec un cabinet chez qui on a déployé Assistant. Et le retour d'un des associés, c'est « j'adore, je peux lui parler comme une merde ». Je peux lui parler le soir, je peux lui parler le week-end, je dis jamais s'il te plaît, et il me répond toujours, il se défonce, j'adore. Alors je sais pas si c'est positif sur le futur des relations humain-machine, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette forme de jouissance à l'utiliser, c'est que il est extrêmement obéissant. Non seulement il est omniscient, mais en plus il est extrêmement obéissant. Moi je fais partie de la team qui met s'il te plaît, et qui lui parle bien. Mais moi aussi. Je pense que c'est moi qui je me sens mal encore. Je suis assez curieux d'ailleurs. Franchement, je me suis posé la question. Alors moi, je vois bien dans notre équipe comment on fait les démos, comment on fait les parcours de test, comment on le pousse dans ses retranchements. Globalement, tout le monde met pas les formes, tout le monde dit pas s'il te plaît, gentil assistant. Mais globalement, on fait quand même un effort. D'ailleurs, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut poser des questions qui sont claires. Un peu comme d'ailleurs avec un humain. C'est du management. Si vous voulez une bonne réponse, il faut une question qui soit compréhensible, qui soit explicite et qui permette de réussir. Ouais. Et d'autant plus que... moi, j'avais vu une petite étude sur Reddit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qui disait que quand... Alors, ça marche avec ChatGPT, ce qu'il disait, c'est que quand tu es poli, tu as une meilleure réponse. Donc... Pour le moment, restez poli. Mais bon, et d'ailleurs, même, je crois que le CEO en a parlé en disant on va leur redonner un coup de boost parce que. Alors, j'enchaîne sur. Du coup, là, on a un peu passé tout l'historique, je trouve, sur vos débuts, etc. C'est comment vous avez fait quand vous avez construit l'outil pour déjà convertir les premiers cabinets. Est-ce que vous êtes arrivé direct avec des démos en disant on envoie des démos à tous les cas et on se met à dispo pour leur présenter? Comment vous avez fait pour commercialiser rapidement? Est-ce qu'il y a eu des petits coups de buzz? Est-ce que vous avez fait des coups de com pour justement pousser l'outil? Parce que pour avoir les clients que vous avez aujourd'hui, il a bien fallu avoir un moment. On peut créer le meilleur outil du monde, si on ne sait pas le vendre, c'est finito. Donc, je ne sais pas si tu as des anecdotes ou des trucs comme ça. Il y a plein de canaux d'acquisition qui ont fonctionné chez nous. Au début de l'aventure, la presse a énormément fonctionné. Comme on était les premiers à créer un outil d'analyse statistique, et d'ailleurs comme là maintenant on est les premiers en Europe à créer un assistant, un outil d'IA génératif qui est capable de citer ses sources, ça fait des gros coups de presse. Donc ça dure assez peu de temps, mais je me souviens encore, j'étais en vacances pour le Nouvel An à Vienne à ce moment-là, on a vu un article dans Le Monde qui était sorti, et là les courbes, c'est hallucinant, ça fait un coup de boost comme on peut difficilement avoir autrement. La difficulté, c'est que c'est pas pérenne, c'est difficile à mobiliser. Il faut un discours qui soit clair, qui soit susceptible d'être repris, et bien repris par la presse. Globalement, ensuite, il y a le référencement en ligne. Donc, ça implique d'avoir des stratégies de contenu. Ça implique d'avoir des blogs. Ça implique d'être capable d'avoir une stratégie SEO, de se positionner sur les bons mots-clés. Ça a bien fonctionné chez nous aussi pendant... Tu avais une idée un peu de combien d'articles vous écriviez par semaine, genre de trucs? Il faut beaucoup de contenu. Le SEO, c'est dur, hein, ça prend du temps à payer. C'est ce que je dis à tous. Nous, on accompagne sur du SEO et un article par semaine, c'est pas grand-chose, quoi. Il faut y aller et je trouve que c'est beau de le dire parce que ça prend du temps. C'est souvent des mois avant d'avoir des résultats. En termes de SEO, nous, il y a un truc qui a complètement changé la donne, c'est la mise en ligne des pages entreprises et des pages cabinets d'avocats. On a créé avec notre IA
des pages profil cabinet d'avocats et entreprises sur lesquelles on trouve énormément d'informations, un historique du contentieux, les cabis tamponnés par infogreffe qui sont disponibles. Ça fait exploser le trafic. Donc, les stratégies de génération de contenu pour amener du trafic, des leads, attention, elles sont difficiles à mettre en place. Elles finissent par payer, heureusement. Ouais. Et là, une fois que la machine elle est créée, c'est magnifique. Mais ça, ça a été beaucoup de travail. Okay. Mais je pense que ça va intéresser parce qu'il y a plein d'avocats que je côtoie qui réfléchissent à des legal tech, etc. Et je pense que c'est bon de le savoir, quoi. Et là, ça a été intelligent. T'es pas le seul à avoir à faire. À chaque fois, maintenant, ils galèrent, les avocats, à être premiers de leur propre nom. Et vous êtes avec Doctrine, Predictis, il y a toutes les agences d'avocats, Justifit, etc. Ouais. Donc, c'est la guerre. Mais malgré tout, avec le recul, il y a quand même une méthode qui fonctionne mieux que les autres, qui est peut-être la plus dure, la face nord, c'est de prendre son téléphone. Ouais. Ça reste, encore aujourd'hui, je trouve la meilleure méthode. Pour avoir les gros cas, pour le coup, ouais. T'as appelé les associés et il faut une démarche qui soit sur mesure. Il faut un traitement qui est VIP pour des très grosses structures. Donc, il faut appeler en ayant une bonne connaissance du profil qu'on appelle, en ayant quelque chose de clair, d'intelligent, de sympa à proposer. Et ça permet d'avoir des résultats qui sont en réalité les plus efficients. Ok. Et puis, je pense qu'ils vous connaissent. Donc, déjà, c'est peut-être plus simple de se lancer. Mais pour le coup, on en parle moins, je trouve, d'ABM. C'est de la account-based marketing pour ceux que... C'est arrêter peut-être de vouloir toucher des milliers de personnes et se dire, OK, maintenant, je cible 10 personnes et je leur fais des trucs tellement personnalisés. Enfin, moi, depuis le début d'Ourama, on est bombardé de mails. On bombarde aussi les gens de mails. C'est le jeu. Mais il y a, je crois, une seule personne, c'était un mec de chez HubSpot. Derrière, il n'a pas converti, on n'avait pas besoin, mais qui a été tellement bon dans son mail que le mec, en fait, avait cherché, avait regardé et il y a beaucoup de cabinets qui pourraient faire la même chose. Alors, c'est une digression pour ceux qui veulent toucher des gros clients, mais en réalité, c'est souvent ceux-là qui vont vous faire vivre pendant des années si après, derrière, vous vous délivrez bien, quoi. Complètement. Cool. Donc là, tu m'as parlé un petit peu de votre vision un peu produit. Est-ce que vous cherchez un peu à vous ouvrir à d'autres marchés à l'international ou est-ce que déjà la France, c'est... Alors, on opère déjà dans 2 pays. Ok. On opère en France et au Luxembourg. Okay. On est rentable maintenant sur nos 2 marchés. Moi, j'adore l'international. J'aimerais ouvrir Predictis dans plein de pays, au moins dans plein de pays de l'Union européenne. La réalité, c'est que c'est dur à faire. C'est quasiment recréer une boîte à chaque fois. La rentabilité, elle n'est pas évidente ou pas évidente avant un certain nombre d'années. Sur le Luxembourg, qu'on avait vu aussi comme un stress test pour mesurer notre capacité à nous internationaliser dans un pays qui est relativement petit, où beaucoup de personnes sont francophones. Ça devait prendre 1 an et demi, ça a pris 3 ans avant d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc moi, j'ai envie d'aller dans un autre pays. On étudie en ce moment plusieurs possibilités. Là, j'ai pas de lancement. C'est pas prévu encore demain. Mais j'imagine que de toute manière, ça c'est pas. Je vends des t-shirts. Je mets mon site en anglais et puis je fais de la pub en Angleterre. Il y a toutes les bases juridiques. Et puis même plus fondamentalement, ça fait 9 mois qu'on commercialise Assistant. On est passé de 0 à un peu plus de 500 structures utilisatrices en 9 mois. Il faut qu'on passe à 5000, 6000 en France. Donc il y a déjà un marché à conquérir en France dans les mois, les années qui arrivent, qui est tellement important que pour le moment, la team elle est complètement concentrée là-dessus. Ok, d'aller chercher, d'ouvrir un petit peu. Donc vous avez, parce que j'avais pas bien compris, mais quand tu payes Predictis, tu payes pas Assistant, c'est un truc en plus. Non, aujourd'hui c'est bundlé. Ok. Les 2 produits sont vendus ensemble. Potentiellement, ce sera tu vas diviser et Assistant sera un plus ou non. Assistant aujourd'hui c'est la 2e fonctionnalité la plus utilisée du site. Ouais. Les gens ils veulent certes un moteur de recherche qui fonctionne bien, mais aujourd'hui ça intéresse plus personne. Ce qu'il faut c'est des produits qui sont plus innovants, qui font gagner plus de temps. Qui permettent d'avoir des gains de temps au quotidien qui sont plus fortes que ça. Donc ça, il faut cette vision-là, il faut l'envoyer sur le marché et il faut que notre équipe soit concentrée là-dessus pendant encore un moment. Ok. Et j'imagine que vous êtes quand même plugué à ChatGPT pour le LMM ou pas du tout? On teste régulièrement plusieurs LLM. Ok. Pour le moment, le meilleur, c'est ChatGPT 4 Turbo, c'est celui qu'on utilise. Okay. Mais on est extrêmement à l'écoute de. Vous avez regardé Mistral ou tout ça? Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. J'ai l'impression que tout s'est dit, tout est n'importe quoi. Nous,
d'après les tests qu'on fait dans notre équipe technique, le meilleur aujourd'hui, ça reste ChatGPT 4. J'adorerais passer sur une solution française. J'encourage à fond. Allez-y les gars, développez-nous la meilleure solution. Dès que ça passera nos tests, on switchera. Ok. Et donc là, objectif, finalement, pousser le marché français à fond et pas forcément internationaliser, mais plus tard, quoi. Il va falloir avoir un peu de fonds. On veut être le leader de l'IA juridique. Pour le moment, je pense qu'on l'est en France et au Luxembourg. Cette position, il faut la consolider complètement et ensuite on ouvrira un autre pays. Ok, génial. Et puis à faire déjà, effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas l'assistant, alors même que pourtant ils tombent sur la page tous les jours, mais ils cliquent pas sur le petit bouton en haut à droite. C'est ça. Ok, trop cool. Est-ce que moi c'est un peu la question que je me posais, mais du coup tu as répondu, c'est j'avais l'impression que vous touchiez un plafond de verre aujourd'hui sur ce marché. Est-ce que vous aviez prévu, en plus de l'assistant, d'autres produits dérivés qui seraient intéressants? Est-ce que vous avez, si tu peux m'en parler, d'idées que vous avez eues, des besoins qui ont été donnés par des cabinets plus ou moins grands? On est loin du plafond de verre avec Assistant. On fait un peu plus de 30% de croissance en year over year juste avec ce produit-là. Donc, vu les niveaux où on est, c'est quand même important. Néanmoins, évidemment, on se pose toujours la question de comment faire un produit qui est encore plus utile. En ce moment, on explore une piste là-dessus qui est très intéressante, qui est un module qui s'appelle Rédaction, qu'on a déployé un peu en version bêta chez quelques-uns de nos utilisateurs. L'idée de Rédaction, c'est de faire levier sur la technologie d'assistant et de l'appuyer sur ce qui a déjà été rédigé au sein d'une entreprise ou au sein d'un cabinet d'avocats pour reproduire des documents, mais en les personnalisant et en reprenant la plume de la structure. Typiquement, tu as besoin de rédiger, je sais pas moi, un contrat de bail. Tu as besoin de rédiger un SPA. Au lieu d'aller reprendre un modèle et de changer les champs et de remodifier tel passage laborieusement, tu peux dire à ton module rédaction, à ton assistant qui est boosté à la rédaction, refais-moi ce SPA, refais-moi le SPA que j'ai fait pour le client X. Par contre, pense bien à changer le point 1, le point 12 et le point 13. Et le doc il sort direct. Et du coup, je me pose une question. Alors nous, on parle beaucoup de marketing justement et du coup de production de contenu. Et il sort pas mal d'outils. Il y a Supernovia de Pierre Colliot qui permet de construire des articles. Mais est-ce que tu en as qui l'utilisent pour leur com, leur market? Typiquement, moi, je l'avais testé. Écris-moi un truc. Ouais, c'est ce que je lui avais demandé. Bah, c'était pas mal, mais du coup, je savais pas si ce qui était à l'intérieur. J'imagine que c'était bien, mais j'ai pas été au bout. Hein. Et j'aurais dû d'ailleurs. Comme ça, j'aurais eu ma réponse. Mais c'est peut-être l'occasion pour en parler ici. Est-ce que finalement c'est bon, j'ai un cas client, j'ai mes contrats, j'ai ma plume justement. C'est un peu ça souvent que je trouve dommageable à ceux qui utilisent ChatGPT de manière un petit peu bête en disant écris-moi ça et c'est réglé. Ils donnent pas assez de contexte, ils donnent pas leur ton, ils donnent pas leur manière d'écrire s'ils en ont une. Et est-ce que justement ça pourrait être un outil pour aller encore plus loin en termes de développement, de communication et dire vas-y, j'utilise un peu Predictis aussi, l'assistant, pour il s'est passé ça, il est au courant de comment j'écris, allez écris-moi mon post LinkedIn sur ce qui s'est passé dernièrement, sur l'actu juridique, etc. Le premier truc, c'est que moi, je ne sais pas ce que font les gens avec ce produit-là, pour des raisons évidentes de sécurité. Nous, on n'a pas accès ni aux documents qui sont importés sur la plateforme pour éduquer l'assistant, le personnaliser, évidemment. Chaque client a évidemment tout ça qui est siloté, donc il n'y a pas de partage. Et ensuite, moi, j'ai seulement des stats d'utilisation qui ressortent. Okay. Donc, je ne sais pas exactement ce qui est fait du produit. Moi, c'était pas mal ce qui m'est sorti. Mais... En revanche, techniquement, je ne vois aucun problème, par exemple, à demander à mettre en avant une victoire judiciaire obtenue par le cabinet, dans la mesure où, en plus, la décision elle est déjà dans la base. Donc, on peut parfaitement dire, assistant, part de cette décision et prépare un post LinkedIn expliquant pourquoi notre cabinet s'en est bien sorti dans cette affaire. Et tu as une veille juridique, en plus, sur Predictis. Évidemment. Donc, à tout moment, les mecs, dès qu'il y a une veille... fais-moi un post LinkedIn là-dessus et puis ça me fait ma com quoi. Et puis déjà une newsletter, genre de choses. Donc allez tester, pour le coup je pense que ça vous peut faire gagner du temps. Et puis si c'est pas assez bon, vous irez voir Pierre. Voilà. qui lui pour le coup j'ai testé, c'est vrai que c'est bien fait. Mais c'est pas du tout le même objectif quoi. Est-ce que question, du coup, je fais un petit clin d'œil à Arthur Sauzet qui m'a envoyé pas mal de questions à te poser et notamment une que je trouve intéressante, c'est est-ce que Predictis est utilisé dans les juridictions? Est-ce que les tribunaux, tu sais s'ils les utilisent ou t'as pas trop de news Merci Arthur pour cette question.
Certaines juridictions ont des accès à Predictis. Ouais. De nouveau, je ne sais pas ce qu'elles en font. La Cour de cassation, notamment, a des accès à Predictis. Ça fait partie des obligations. D'ailleurs, comme nous, on réutilise une partie de leur contenu, on doit leur donner un accès. Qu'est-ce qui en est fait ? Moi, je ne sais pas. Okay. Voilà. Globalement, ce que je sais, j'interviens régulièrement auprès de magistrats à l'occasion de conférences ou de cours. Ce que je sais, c'est que les magistrats ont évidemment besoin d'accéder à la production juridictionnelle du pays et sont évidemment mécontents des outils qui sont à leur disposition aujourd'hui. Ok. Je sais également qu'il y a des volontés de tester l'IA générative au sein des juridictions françaises pour voir quel est l'apport que ça peut avoir pour évidemment gagner du temps dans la rédaction des décisions. Des réflexions, de tests, voilà. On n'est pas sorti. Après, la difficulté, elle est souvent budgétaire, puisqu'il y a 9000 magistrats français, ça fait un gros client à équiper. Là-dessus, Predictis, c'est un outil qui est pas très cher, mais fois 9000... ça va peser dans le budget de l'État. Donc, il y a sûrement une réflexion. Et puis vous utilisez vachement un utilisateur, c'est un coût... je ne sais pas ce que vous avez comme serveur derrière, mais... il y a un coût incompressible chez nous, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez être bon samaritain, mais pas trop non plus, quoi. À un moment, Ok. Et donc, tu ne sais pas vraiment si... Enfin, tu imagines qu'il y en a qui l'utilisent, mais... Tu n'as pas trop de retour sur l'utilisation. Voilà, dans les acteurs publics, il y a des ministères qui peuvent être Predictis. Il y a des collectivités territoriales aussi, de plus en plus. J'étais assez étonné dans nos chiffres, ça grossit. Mais le cœur de l'activité chez nous, ça reste cabinet d'avocats, direction juridique, compagnie d'assurance. C'est difficilement mesurable le reste. Ok. Ouais, c'est intéressant qu'il y ait quand même des collectivités qui se sont mis... j'imagine qu'elles ne sont pas dotées de... Peut-être des assistants qui mettent ça ou des juristes du truc. Il y a même des départements, alors qu'on connaît les difficultés budgétaires auxquelles ils font face, qui sont équipés de Predictis. Ok, mais je pense que certains ne sont pas forcément au courant, mais ça leur serait bien utile. Je pense à ma mère qui est maire du petit village de La Boissière-École, que je salue et qui galère sur plein de sujets comme ça. Il faut lui ouvrir un accès à Predictis et à l'assistant, ça va donner un coup de main. Je vais lui dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, en termes d'IA générative, mais même de legal tech en général, il y a tellement de choses qui sont sorties. Je pense qu'il y a eu le vent je ne sais pas si c'est 2020-2021. Moi, je le vois un peu comme ce moment-là où tout le monde lançait son truc. Toi, tu étais sur le marché bien plus longtemps, donc ça se trouve, tu vas me dire, mais en fait, il se passe des choses depuis belle lurette. Mais est-ce que pour toi, il y a des nouvelles legal tech qui pourraient sortir et qu'est-ce que ce serait? Et est-ce que ce serait pertinente? Est-ce que tu as des choses pertinentes qui pourraient sortir aujourd'hui ou est-ce qu'on n'a pas déjà tout? Et en fait là maintenant aux acteurs de justement faire vivre leur truc, quoi, et on va voir qui reste. Bon, la Legal Tech, c'est plus vieux que ce qu'on croit. La première Legal Tech, c'était Legifrance. Ça commence à remonter un petit peu. Quand on analyse le marché, il y a plus de 200 Legal Tech qui sont en activité aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il n'y a que quelques typologies de Legal Tech qui arrivent à atteindre des tailles critiques de développement. Il y a une première catégorie qui est la mise à disposition d'actes, de modèles, la création de statuts, l'immatriculation de sociétés. Ça, il y a un besoin qui est quasiment constant. Et en fait, la technologie a vraiment apporté de la fluidité sur cet aspect-là. Il y a évidemment le secteur dans lequel Predictis est, l'information juridique, qui est aussi un besoin constant de tous les professionnels du droit. Il y a 200 000 personnes qui tous les jours ont besoin d'accéder à de l'information. Donc ça, on peut l'aborder de différentes manières, mais à la fin, c'est quand même un marché qui est solide. Et sur les autres catégories de legal tech, il y a eu plus de difficultés, moins de succès éclatant. Il y a moins une filière, il n'y a pas un écosystème de boîtes qui font de la mise en relation, par exemple. Il n'y a pas encore voilà. Là, on sent que ça a été... ça... Il n'y a toujours pas, je trouve, alors tu connais Malte, j'imagine, plateforme de freelance qui, j'ai l'impression, marche très très bien. Je trouve que ce qui existe aujourd'hui, c'est pas encore... Alors ça arrive, il y a des acteurs, mais pareil, c'est typiquement galère de trouver un avocat aujourd'hui. Alors même qu'il y en a des tonnes, ils galèrent à trouver des clients, les clients galèrent à trouver le bon. Et Non, il y a un secteur, moi je trouve, qui a encore pas assez bougé, mais c'est probablement parce que les acteurs en place sont très bons. C'est tous les produits de gestion de la productivité au sein des structures. Outils de gestion de son cabinet, outils de gestion d'une direction juridique. Les outils qui sont là sont pas des produits qui sont tout récents. Ils sont très bons, ils sont très bien installés. Mais là, si aujourd'hui, moi, j'avais envie de relancer un projet dans le secteur de la legal tech, c'est peut-être là où j'irais chercher. Sur gestion des process par
type d'avocat, j'imagine, ou par type même de fonction. Ouais, ça c'est clair. Sachant qu'en plus, l'IA générative est en train de bien rebattre les cartes dans ce secteur-là. Donc, clairement, là, il y a un business à faire. Ouais, c'est clair. Et puis, oui, j'imagine que prépare-moi le process pour ce truc-là. Il te sort toutes les étapes. La facture, sors-moi un compte-rendu de la réunion qu'on vient d'avoir avec un micro allumé aujourd'hui. Ça sort le compte-rendu, les 3 actes. Il n'y a aucun frein technique à ça. Et pourtant, je ne l'ai pas vu arriver dans les outils encore. Non, mais je pense que je pense que ça va arriver. Je pense qu'au début, ça devrait peut-être se faire par secteur. Je sais que nous, l'avocat chez Orama, c'est François Fagot, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est en train de créer un truc un peu comme ça. Donc, on en a parlé là, il a fait un podcast chez Anomia sur le sujet, aujourd'hui même. Donc, tu vois, on prend la suite. Ouais, et ça a l'air... alors, j'ai pas vu le truc, donc à voir, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont tomber et ça va être la guerre, hein, comme d'hab. Donc, à voir, hâte de voir le tien. Et comment toi, tu comptes parce que j'ai l'impression que ça va méga vite. Tu me parles d'un assistant qui est sorti il y a 9 mois, qui t'a fait faire 30% de chiffre d'affaires, sans doute parce qu'aussi il y a eu ce vent autour de l'IA et des avancées de fou. Comment, encore une question d'Arthur Sauzet, mais que je trouve très intéressante, comment tu tiens, comment tu vas garder cette avance sur l'IA générative? Est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas... Alors j'y connais rien moi, ça me paraît super chaud, je fais des sites, je suis designer, mais plugger une IA, etc. et faire ça bien, je trouve ça galère. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et de plus en plus facilement. Comment tu gardes de l'avance? Est-ce que vous regardez... Je ne sais même pas si vous êtes en lien avec OpenAI et vous leur demandez alors qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Je t'écoute. Déjà, il y a une première chose, c'est que moi j'aime la concurrence. J'aime me battre, tu sais, comme dirait Bonisseur de la Batte là, dans SS117. C'est vrai que moi j'aime bien. Ça me déplaît pas du tout qu'il y ait des nouveaux acteurs. J'aime bien qu'il y ait un concurrent. J'aime bien qu'il y ait plusieurs concurrences et je trouve ça assez stimulant. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je redoute. Au contraire, j'ai plutôt tendance à favoriser les écosystèmes qui vont créer de la compétitivité et ça va tirer tout le monde vers le haut et à la fin, ce sera bon pour le consommateur. Je crois à la concurrence. Ensuite, comment est-ce qu'on peut rester les premiers? Ça, c'est en se remettant tout le temps en question. Donc, il n'y a pas d'ego. Chaque jour, on réfléchit à comment bien faire notre boulot, comment avoir des clients plus satisfaits, comment avancer, garder un coup d'avance avec la prochaine fonctionnalité. Là, on est en train de lancer un module de rédaction, ça va être ouf. Je pense qu'on va de nouveau avoir 1 an ou 2 ans d'avance sur le marché. Voilà, on garde son avance en bossant, au boulot. Et je ne sais pas s'il y a des intérêts, mais tu vois, en termes de génération d'images, génération de vidéos qui sortent, tu as pensé à des trucs? Est-ce qu'il y a des intérêts que vous avez vus ou pour le moment On cherche. Alors, l'image, la vidéo, c'est pas clair. On tente. On a ce qu'on appelle un Innovation Day assez régulièrement. Donc, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Sur la génération d'images ou de vidéos, pour le moment, c'est un peu farfelu. Générer une vidéo à partir d'une décision de justice, moi je vois pas trop. Générer une image à partir d'un contrat, ça paraît assez fantasque aussi. En revanche, non. En termes de legal design, tu vois, rends-moi ce truc accessible. Mais alors aujourd'hui, c'est pas possible. Non, ça marchera pas. En revanche, sur le speech to text, là il y a encore quelque chose à faire. Il y a beaucoup de réunions, des négociations qui évidemment sont orales. La retraduction dans le monde du texte n'est pas encore évidente. Là, je pense qu'il y a quelques cas d'usage à aller chercher. Ok, cool. Et c'était intéressant ce que tu racontais sur comment vous organisez. Là, vous faites des Innovation Day. Comment vous organisez un peu? Comment vous avez créé des équipes, j'imagine, pour chaque chose? Comment c'est organisé Predictis aujourd'hui? Il y a j'imagine, beaucoup de CSM. Plein de mecs qui sont techos à fond derrière. Alors, Predictis, c'est une petite équipe. Moi, j'aime bien les petites équipes. Être 200, 300, ça me fait pas du tout rêver. Moi, j'aime bien on est donc une petite trentaine chez Predictis. Moi, j'aime bien les petites équipes qui ont énormément d'impact. Je traque en permanence l'inefficacité. Je veux vraiment que tout le monde ait un impact, mais énorme sur la boîte. Donc, on a plutôt des petites équipes, en réalité. Une petite équipe marketing, une petite équipe sales, une petite équipe account management, mais qui sont extrêmement efficaces au quotidien, qui ont énormément d'impact. L'équipe tech, c'est à peu près pareil, ça reste une petite équipe. Il y a une quinzaine de personnes dans notre équipe qui est répartie côté app, côté data. On a aussi des designers, évidemment, qui font cette belle interface que vous trouverez sur Predictis. Mais moi, je crois vachement à ça. En fait, il suffit de 1 ou 2 personnes
pour arriver à avoir énormément d'effets. Le truc où on rentre dans une salle et en fait, ils sont 150. Et là, en fait, moi, c'est presque l'inverse. J'y crois pas trop. Je me dis, non, mais là, ça va pas. Ça va tomber. Là, vous allez pas y arriver ensemble. Il vaut mieux en prendre 10 et leur dire, vous, par contre, vous avez 1 mois pour y arriver. Sinon, il y a un grave problème. Ouais. Et tu te doutes que du coup, quand tu parles de petites équipes, de renta, est-ce que tu as quand même ouvert à te faire acheter? Est-ce que tu as un peu prévu en disant, bon, je vais pas faire ça toute ma life et à mon avis, ça va intéresser aussi les gros. Et donc de racheter par, je sais pas qui pourrait vous racheter, mais il y a forcément des gens qui sont intéressés. À mon avis, on est venu te voir. On a régulièrement des propositions, mais franchement, c'est pas du tout le. Moi, j'adore ce qu'on fait chez Predictis. La boîte, elle est canon. On fait une croissance, franchement, une belle croissance. C'est beau ce qu'on arrive à sortir. Et puis là, on est au début de cette révolution de l'IA générative. On est les leaders là-dessus. Il y a une place de dingue à prendre. Ouais. Donc, moi, j'ai pas d'autres objectifs là à moyen terme que de faire juste la plus belle boîte possible là-dedans. On fait le leader en France, au Luxembourg. On consolide cette position. Et ensuite, on verra jusqu'où on peut aller. Et ça va, tu dors un petit peu? Ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois d'autres projets un peu ou c'est quoi ta vie après? Alors moi, j'ai une femme et un gosse que j'adore. Donc déjà, ça, c'est quand même une belle partie de ma vie. Ouais. Et sinon, sur la suite de la vie professionnelle, on verra. Pour le moment, là, on est bien où on est. Franchement, il y a une belle histoire à écrire encore. Hein. Est-ce qu'on n'a pas envie là d'un leader français sur l'IA en Europe? Ce serait quand même chouette, non? Surtout l'IA juridique, je pense que s'il y en a bien qu'on a besoin, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite du coup? Au moins 30% de croissance en year over year, c'est quand même un bon. Ouais. À partir de là, on est best in class, donc ça, c'est quelque chose à conserver. Et puis sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. On est bien là, on va continuer comme ça. Génial. Merci à toi, Louis. C'était très clair. Et puis, allez tester. Hein. Je pense que la meilleure manière de savoir, c'est d'aller faire votre petit essai gratuit sur 7 jours. Complètement. Si vous n'êtes pas encore... j'imagine qu'il y en a plein qui créent une deuxième adresse mail et retestent. Mais voilà, allez tester. Franchement, c'est un outil qui est top. Et je pense qu'effectivement, vous avez une belle avance là-dessus. Donc, c'était cool de vous mettre en lumière. Alors, je ne pense pas que je vais rajouter beaucoup de trafic sur ton site. Mais j'espère que quelques utilisateurs vont rentrer dedans. Ouais, merci pour l'invitation.